Alors, je suis ravi d'être au Café La Rotonde avec mon ami Lucien Simon qui est à mes côtés. Vous voyez ce visage radieux, on va vous en faire découvrir davantage juste après. Sachez qu'on est très très content de vous recevoir ici à La Rotonde. Un Café La Rotonde, c'est l'occasion de partager ce bon moment avec Lucien. Comment tu vas, Lucien? Je vais toujours bien, puis je suis à un âge où quand rien ne va mal, il faut dire que tout va bien, donc ça va bien. Ouais, tu es en pleine forme, hein? Oui, en tout cas il faut en donner illusion. Alors Lucien, tu repars à nouveau pour un mandat de la Ligue nationale. Tu es l'ancien président du parc, on va redéfinir tout ça. Mais avant de passer sur tout ton CV, parce qu'il est quand même assez étoffé, je voudrais d'abord que tu me dises, donc tu es né à Aix. Ouais, je suis un Aixois, héritage de Aix capitale, c'est-à-dire je suis le fruit d'une rencontre entre deux étudiants, un étudiant varois de Gonfaron qui était mon papa, et une étudiante arlésienne qui est ma maman, avec laquelle je viens de déjeuner d'ailleurs. Ah. Et à l'époque, tous les Provençaux venaient faire leurs études de droit à Aix-en-Provence. Ils se sont rencontrés et quelques années après, je suis arrivé, je n'ai pas bougé d'Aix. Alors donc tu as fait toute ta scolarité ici, tu as été donc un élève studieux, parce que tu as passé les écoles primaires, les choses, je dirais que tu as été turbulent, me semble-t-il. J'étais turbulent. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, il me semblait que tu l'étais. Et en fait, tu es allé jusqu'à la fac de droit parce que tu as suivi un peu le parcours de ton papa, qui était lui aussi avocat. Et dans la famille, ça se transmet tout ça. Voilà, je suis un bon petit. Mon papa était avocat, ma maman aussi, je suis devenu avocat. Ça pourrait révéler un manque de personnalité ou peut-être un manque de courage ou la volonté de transmettre. Alors, tu fais une rentrée fracassante au barreau, je veux dire, parce que tu es tout jeune, tu passes à brio les premières instances et tu commences à professer ici. Ce qui veut dire que tu restes bien ancré à Aix-en-Provence, tu fais toujours les virées nocturnes. Tu en as fait quelques-unes, non? J'en ai fait quelques-unes. Mais c'était sage quand même. Alors j'étais sage. Non, je n'étais pas très sage d'ailleurs quand on a 20 ans. Il ne faut surtout pas être très sage et je me méfie beaucoup des gens qui sont trop sages à 20 ans parce qu'ils n'accumulent pas d'expérience et ils deviennent coquins et turbulents à 40 ou 50 ans. Alors nous, c'est tout l'inverse. Hein, voilà, nous on a fait les choses dans l'ordre. Alors tu te lances dans ce beau métier et puis on te propose de jouer au rugby parce que depuis l'âge de 7 ans, tu pratiques le rugby, encore une fois comme papa. Exactement. Et j'étais d'ailleurs un joueur moyen. Et j'avais plus de passion pour le rugby que ce que j'avais de talent pour le pratiquer. Et des fois quand je m'interroge, parce que je suis à un âge où on commence à s'interroger sur sa vie, je me dis que peut-être que l'implication déraisonnable que j'ai mis dans le rugby en général et dans le rugby aixois en particulier vient peut-être de frustrations accumulées quand je constatais que j'étais pas mal mais que j'étais pas super bon, quoi. Alors tu restes donc un joueur passionné, tu continues à être avocat, tu fais les deux de front et puis on te propose peut-être d'aller à Paris parce qu'un sacré avocat te propose de le rejoindre, il s'appelle Maître Lombard. Paul Lombard qui d'ailleurs j'entretiens avec ses enfants, mes confrères Bruno et Martine, une relation quasi fraternelle et quasi familiale alors que j'étais un tout jeune avocat et orphelin depuis quelques années, m'avait proposé de le rejoindre à Paris. C'était une proposition qui m'avait ému, impressionné, et puis les hasards de la vie, et notamment mon arrivée dans le rugby, ont fait que je n'ai pas pu le réaliser. Ce n'est ni un remords, ni un regret, mais simplement un très joli souvenir. Et donc ça aurait changé ta vie, effectivement. Donc tu restes à Aix, et là tu décides de t'engager à fond dans la vie aixoise, ce qui veut dire que tu commences à monter en puissance au niveau du club, parce que tu as été, là aussi comme papa, président d'un club de rugby. Il s'agit de l'Arc, que tu as mis en place avec des potes. Ça sera l'occasion donc de les revoir après, parce que ce sont des sacrés lurons. Je pense notamment à Frédéric Bianchi, à Thierry Fournier également. Donc ce qui veut dire que tu t'es entouré de sacrés gaillards. Et cette équipe, parle-moi un peu, parce que l'Arc, ça a été toute une histoire.
Tu sais, la vérité vraie, c'est que je me suis entouré de personnes et que je n'ai pas décidé un jour de devenir président de l'ex-Rugby Club. La vérité, c'est qu'on était quelques anciens joueurs au moment où le club a traversé une période un peu compliquée. Et c'était Marcel Guillaume, une des familles pour lesquelles j'ai le plus d'admiration et d'affection dans la ville d'Aix. Merci. Qui ont... Tu vois, il y a le café qui arrive. Formidable. On est bien. Un café à la rotonde. Merci. Impulsé, créé, construit, pérennisé tous les cinémas d'Aix-en-Provence et du pays d'Aix. C'était lui le président et nous on était 3 jeunes qui l'accompagnions. Moi j'étais très, très heureux d'être dans son ombre, d'essayer d'être un bon soldat. Et puis Marcel Guillaume est malheureusement décédé. Et puis il fallait trouver un président. Et quelques-uns ont eu... l'idée à l'époque qui paraissait saugrenue de confier la présidence du club à un jeune type de 32 ans. Oui, et qui a une vraie personnalité. Je me rappelle moi de toi dans des discussions un peu endiablées, je veux dire, en train d'essayer de faire le bon poids et la bonne mesure avec. Et puis tu n'avais pas peur, hein. Je veux dire, là tu montes au créneau. Hein. Ouais, c'est normal, tu sais, ça c'est un petit peu le côté rugbyman et le côté avocat, quoi. Quand on est persuadé de quelque chose, on le défend. Alors justement, tu as tellement de personnalité, tellement de présence, qu'on va dire, que tu es réélu au comité directeur de la Ligue nationale du rugby comme président de la commission sportive et responsable du rugby à 7. Belle mission. Ouais, c'est ta deuxième réélection d'ailleurs. Oh là là, plus que ça, mon ami, plus que ça, mon ami. En fait, je suis au comité directeur depuis quinzaine d'années. Et puis le président Bouscatel m'a proposé de devenir vice-président, ce que j'ai accepté avec plaisir. C'est un honneur et c'est un honneur qui a, dans mon système de valeurs, plus d'importance que d'autres parce que c'est une espèce d'aboutissement. Et c'est une reconnaissance. Une reconnaissance de ses pairs. Je crois que dans la vie, la seule chose qui a véritablement de la valeur, c'est la reconnaissance de ses pairs. Il m'indiffère que les gens disent que je suis un bon avocat ou un bon président de club. Il m'importe que mes confrères disent que je suis un bon avocat et que les gens du rugby disent que j'ai bien servi le rugby. Mais je comprends tout à fait. Ça a de la valeur. Alors, donc, effectivement, tu es donc à la tête du parc pendant 22 ans, parce que donc tu mènes cette bagarre pour faire gagner ces joueurs. Puis tu y arrives, de manière sublime, puisque un jour, il t'arrive quand même une anecdote, parce que tu arrives à monter en Pro D2, c'est ça ? Ouais. Et tu te retrouves sans stade, qu'est-ce que tu fais ? Allô Maryse. Allô Maryse, j'avais pas d'autre solution et c'est vrai que les choses sont allées un petit peu vite puisque 8 ou 10 ans avant on était en série régionale, bon la concurrence était moins féroce mais quand je suis devenu président du club, gagner à Uzès c'était un véritable exploit et quelques années après on se retrouve au terme d'un match de montée en Pro D2. Et là, sur la route du retour, on rentrait de Vichy. J'appelle Maryse et je lui dis « Écoute Maryse, je t'appelle parce que voilà, on a gagné, on est en Pro D2. » Et Maryse Joassin donc me dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire en Pro D2 ?» Alors j'essaye d'illustrer mon propos, je lui dis « Tu vois, là on est début juin et à partir d'août vont arriver à Aix, La Rochelle, le Racing Club de France, Béziers, et Toulon, parce que Maryse Joassin est d'origine toulonnaise. Et je savais que si je lui disais Toulon, ça allait lui parler. Percuter. Et là, j'entends un premier silence et elle me dit mais quelle équipe de Toulon ? Et je dis Maryse, la vraie. Alors là, un silence complet, elle me dit alors là, mon chéri, il faut vraiment qu'on se voit demain matin. Et effectivement, il a fallu, dans un été, et on a récupéré le stade de Carcassonne, qui était le seul où il y avait une tribune couverte à Aix. La seule. Voilà, on a monté une tente et puis on a fait une première saison là-bas. Et puis des travaux ont été faits à Maurice-David pour progressivement... Ça, c'était bien avant les années 2000 hein C'était dans les années 2000 Dans les années 2000, c'est 2004 ça, 2004. Voilà, et ce qui veut dire qu'après, tu as pris ton campement à Maurice-David, et là vous avez continué à progresser.
Et puis, c'est vrai que gérer un club, ça demande quand même pas mal d'investissement. Et que, à un moment donné, il fallait quand même sentir un peu la pression passer et qu'il fallait un peu d'air frais extérieur. C'est-à-dire, tu sais, quand tu es président d'un club, je dis toujours qu'on n'est jamais propriétaire d'un club. On est président, on est mandaté par son public, par ses éducateurs, par ses joueurs, etc. Et donc, on ne doit réfléchir qu'en fonction de l'intérêt du club. Je pense que pendant quelques années, j'ai été le meilleur président possible, mais j'avais l'impression que j'avais, avec d'autres, fabriqué une espèce de monstre que j'estimais avoir du mal à contrôler, d'une part, et d'autre part qui était trop dépendant de quelques personnes. Et pour franchir la dernière étape, c'est-à-dire celle qui amène vers le top 14, je pensais que je n'étais plus le meilleur et qu'il fallait quelqu'un de plus pérenne. Il fallait adosser le club à une entreprise importante pour assurer la pérennité de ce club. Et là, les rencontres, Christophe Serna d'abord, puis Denis Philippon, et les choses se sont faites très naturellement. C'était en 2013. Ouais. Et donc, il y a une petite cohabitation qui s'opère pendant un an. Et puis après, tu dis, la chaise, il n'y en a qu'une, on ne peut pas la partager. Tu laisses les rênes à M. Philippon et donc tu décides, toi, de continuer le rugby avec passion, mais on t'offre une possibilité de continuer et on te dit, tu ne veux pas t'occuper du rugby à 7 Ouais, ça se passe comme ça. Oui, finalement, je te dis la vérité, je m'en étais jamais rendu compte, mais les choses se sont faites comme ça. C'est bien souvent le cas. Hein. C'est exactement, mais bien sûr, on est dans la main du destin. Avec une petite parenthèse au milieu, parce que Mourad Boudjelal, qui voulait quitter le rugby club toulonnais, voilà, me dit, est-ce que tu veux être... je pense que tu es mon successeur naturel. Sur Toulon. Voilà, sur Toulon. Après, pour des raisons diverses et variées, les choses ne se sont pas faites, mais effectivement, j'ai pu transférer une partie de la passion que j'avais pour le rugby aixois vers le rugby à 7, avec là aussi beaucoup de chance. C'est-à-dire un entraîneur extraordinaire, Jérôme Daré, des joueurs extraordinaires et un très connu, Antoine Dupont, qui avait souhaité faire les Jeux Olympiques. On va reparler d'Antoine Dupont. Hein. Voilà, c'est un nom connu maintenant. Oui. Et quelques années après, c'était véritablement l'objectif, on a eu la chance de battre les Fidji en finale et la France a été championne olympique de rugby à 7. Alors tu es à l'origine d'un championnat qui prend forme de plus en plus ici. C'est un championnat qui s'appelle In Extenso Super Sevens. Et tu as mis donc le rugby à 7 dans la lumière et ça continue de progresser. Explique-nous un peu ce que tu as voulu transmettre avec ce rugby à 7. Parce que c'est vrai que c'est un sport qui est plus rapide, plus physique, plus intense, qui donne plus de vitesse à ce sport. Alors, si tu veux, moi je suis un vieux du rugby, comme les gens qui nous regardent s'en rendent compte. Non, on parlera de ça aussi. Et j'étais très amoureux d'un rugby très austère, très dur devant. Comme Bastia, comme très engagé. Je magnifiais le combat. Mais je me suis rendu compte que on vit l'époque que l'on vit. Et surtout, le sport mondial, c'est le rugby à 7. Le sport olympique, c'est le rugby à 7. Le rugby à 15, qui est une des grandes passions de ma vie, pour ne pas dire la grande passion de ma vie, est un sport un petit peu réservé aux initiés, même s'il se popularise un peu. Et je pensais qu'il fallait que les instances du rugby à 15 maîtrisent le rugby à 7 pour qu'il ne devienne pas un concurrent à terme du 15, mais au contraire complète. Bravo, mais une véritable complémentarité. J'ai l'habitude de dire que le 15 c'est l'opéra et le rugby à 7 c'est le disco. J'aime bien les deux, mais il ne faut pas sacrifier l'un pour l'autre ou l'autre pour l'un. Alors tu as bâti en fait tout un championnat en incluant aussi les équipes féminines. Depuis parce 2 ans. Que c'est obligatoire pour les clubs maintenant de penser aux femmes au niveau rugby. J'espère bien qu'il n'y a pas que les clubs qui pensent aux femmes. Ah ben non, il n'y a pas que les clubs. Il y a aussi les rugbyman. Et donc c'est vrai que donc, tu développes ça de main de maître. Les JO ont mis un coup de phare incroyable sur
cette passion du rugby à 7. Antoine Dupont, rien que sur son nom, a énormément fédéré, je suppose. Et ça a été pour toi l'occasion de repartir avec le bâton et d'aller chercher encore plus de clubs. Oui, tout à fait. Et actuellement, on est toujours en phase de construction. C'est passionnant. Après, je ne sais pas si finalement l'histoire de ma vie, c'est pas un peu ça. C'est un peu de voir à peu près les trucs, d'essayer d'amorcer. Et puis, d'ici quelques temps, il faudra que je passe la main sur le rugby à 7. Alors, est-ce que tu vas être là en 2028 ? Parce que c'est 2028, c'est pas loin. Oui, je vais aller jusqu'au... Tu vas pas passer le bâton avant ? Non, je vais aller jusqu'au JO de 2028, oui. Alors, ça va se passer comment ? Ça se passe aux États-Unis, me semble-t-il. Bien sûr. À Los Angeles. Et tu vas avoir donc 12 équipes engagées. Ce qui veut dire que ça va être une belle bagarre encore. Ça va être exceptionnel. Et alors, ce qu'il y a de passionnant, c'est que l'équipe légendaire du rugby à 7, c'est les Fidji, qui étaient invincibles, que l'on a battu avec l'équipe de France en finale des JO. C'est des choses qui arrivent. Voilà, mais il y a des nations mineures dans le rugby à 15. Par exemple, l'Espagne a une excellente équipe de rugby à 7. L'Allemagne a une très bonne équipe de rugby à 7. Et faisons confiance aux Américains, ils vont avoir les JO chez eux. Ils vont en avoir. Et je pense que l'équipe de rugby à 7 US va être particulièrement performante. Alors, quel est le rôle d'un président de Ligue nationale de rugby ? Il règle beaucoup de problématiques de quel ordre ? Financière, humaine J'allais dire... Parce que tu es énormément pris, parce que j'ai galéré pour t'avoir, entre ton métier d'avocat. C'est pas vrai, je réponds toujours. Tu réponds. Je réponds toujours. Mais effectivement, tu es très pris. C'est quoi le rôle d'un président ? Alors, sur les commissions que je préside, j'ai la chance d'abord, et le rugby français a la chance d'avoir des collaborateurs d'une qualité exceptionnelle, tant en termes d'implication que de connaissances. La Ligue nationale de rugby, qui donc réunit tous les clubs professionnels, a une énorme stabilité, et ces gens-là qui pratiquent ça depuis 10 ans, 12 ans, sont véritablement des épées dans leur domaine, en termes de marketing, d'organisation, de relations presse, de remplissage de stades. C'est vraiment des gens qui ont un vécu énorme. Important. Voilà, et après, comme tout dirigeant de quoi que ce soit, chacun le fait avec sa personnalité. Alors, Denis Philippon est un excellent président. Je pense que je n'étais pas un mauvais président, mais on est des gens différents. Mais on a réussi à faire fonctionner les choses avec nos qualités et nos défauts. Alors tu m'as déjà un peu répondu, c'est vrai que j'allais te poser comment se porte le rugby français. Effectivement, il est en pleine forme, le rugby français. On a eu quand même de belles Coupes du Monde, on a eu de beaux joueurs, on a progressé énormément. Est-ce que tu sens une différence par rapport à avant ? Alors quand je dis avant, c'était... Le rugby français, le rugby professionnel français va très bien. Très bien, on est le meilleur championnat du monde, c'est nous qui avons le plus de spectateurs dans nos stades, le plus de téléspectateurs. Là vraiment, c'est une vérité incontestable. Le top 14 est le meilleur championnat du monde, comme le championnat anglais de foot est le meilleur championnat du monde. Voilà, on est devant tout le monde en immense partie grâce à la compétence et à l'implication de très grands présidents dans les clubs professionnels. On ne peut pas parler rugby sans évoquer mon ami Max Guazzini, que j'avais d'ailleurs il y a 10 minutes au téléphone. Voilà, il y a des gens de cette dimension-là qui ont beaucoup apporté. Ce qui manque au rugby français maintenant, il y a deux écueils. Le premier, c'est que il faut qu'on soit champion du monde. Voilà, c'est pas normal que l'équipe de France n'ait jamais été championne du monde. Oui. Il faut gagner. Tu sais qu'au foot, on a attendu quand même quelques années. Hein. Oui, mais le foot, vous avez, pendant des années, été très moyen. alors que le rugby, on a toujours été... On a été finaliste de la première Coupe du Monde en 87. C'est bien, avocat. Voilà, mais tu es bien dans tes arguments. Voilà, on n'a pas gagné. Alors après, le deuxième écueil, c'est que nos très grands clubs captent un peu tous les talents. Et il ne faut pas qu'on oublie, et j'essaye de m'y employer parfois, il faut que cette énorme machine continue à être irriguée par la base.
Je ne veux pas que le rugby à Auch disparaisse. Je ne veux pas que le rugby à Saint-Vincent-de-Tyrosse disparaisse. Alors, je veux que le rugby à Mont-de-Marsan continue à exister. Alors moi, je suis un peu nostalgique des Jérôme Galion, des Fauroux. Je pense que tu as une pensée toute particulière pour Fauroux parce que c'était un gars qui était hyper puissant, qui te ressemble un peu, qui a un peu de talent. C'est vrai que toi, tu rentrais dans la mêlée, on ne te voyait pas ressortir, mais tu sortais. Ce qui veut dire que moi, je suis un peu frustré de voir aujourd'hui un rugby qui est plus dans les formes, dans le développement technique que dans... Allez, on rentre patate. Alors ça c'est une question de personnalité, le professionnalisme doit compter. Et c'est sûr que lorsqu'on devient des organisateurs de spectacles sportifs, ça a changé. Il faut bien appeler un chat, on n'est plus des généraux qui se préparent à la guerre, et puis le joueur professionnel par essence et par fonction ne peut pas être aussi libre dans son ton que ce que l'était un Jérôme Galion qui est chirurgien dentiste ou un Jacques Fauroux qui était entrepreneur dans la grande distribution. Voilà, c'est vrai que... il laissait les chaussures et rentrait. On est un peu lassé. On est un peu lassé d'entendre en fin de match. Alors, content d'avoir gagné. Oui, on est content d'avoir gagné, mais il faut rester humble et on va se remettre au travail. Et après, en parallèle, déçu d'avoir perdu, oui, bien sûr, mais il ne faut pas tout remettre en cause et on va se remettre au travail. Alors, ça change. Ça change, et puis c'est vrai qu'il y a aussi un calendrier qui a quand même énormément évolué. C'est beaucoup plus chargé, beaucoup plus de sollicitations au niveau des joueurs. On l'a vu d'ailleurs pendant la Coupe du Monde ici à Aix-en-Provence, qu'on a quand même eu la chance d'avoir une belle prestation qui s'est faite ici à Marseille. Franchement, c'est que du bonheur de vivre ça. Oui, et puis c'est un monde... Sincèrement, le rugby en général et le rugby à 7 encore plus sont des mondes rafraîchissants. J'ai un vieux souvenir, quand j'ai commencé à m'occuper de rugby à Aix-en-Provence, les gens me regardaient comme si aujourd'hui on voulait lancer un club de polo. C'était un peu isolé, on va dire. Voilà, puis j'apparaissais comme... le polo, je t'en parle même pas. Hein. Voilà, non, mais tu vois ce que je veux dire, aujourd'hui ça paraît une évidence, le rugby à 7, mais le rugby à Aix, mais en 1994... c'était calme. Voilà, des types qui faisaient des fois un peu de bruit la nuit. Et pourtant, tu avais de bons joueurs. Je me rappelle de Pavesi, de Balança. Bien sûr. Et beaucoup de mes confrères s'interrogeaient, puis de gens de la bonne société aixoise et marseillaise, pourquoi je mettais tant d'implication là-dessus. Et puis on a eu la Coupe du Monde en France, les gens l'ont oublié, en 2007. Il y avait eu un match à Marseille, et j'étais allé voir ce match, et beaucoup de gens étaient allés le voir par curiosité. Et en sortant du match, c'était Fidji-Afrique du Sud, où les supporters étaient mélangés, où les vainqueurs applaudissaient les vaincus. C'est ça qui fait la richesse du rugby. Et c'est notre vrai fonds de commerce. Et en sortant du stade, plusieurs personnes sont venues me voir et m'ont mis sur l'épaule une main affectueuse et me dit « Lucien, quand on voit ça, maintenant on a compris ». Et oui, et en plus c'est vrai que le rugby attire de plus en plus de femmes. Ici, au stade Maurice David, on s'aperçoit que les gens viennent en famille, c'est convivial, c'est chaleureux, il y a une rencontre qui s'opère. Et ça, c'est effectivement le vrai rugby. C'est plus plaisant, c'est sûr, je pense, que d'aller voir un match de phase finale en Champions League du Paris Saint-Germain. Tu vas plus décontracté. Ça, les JO ont forcément changé la vision des gens sur le rugby à 7. Ça, tu en es heureux, je suppose. Fou de joie. L'autre question que je voulais te poser, c'est quel est le club le plus performant en France dans le rugby à 7 ? Qui sort du lot un peu ? Bordeaux. Bordeaux. Et nous, ici, on a quelqu'un dans le sud là ? Toulon ne s'y est pas encore mis vraiment. Il participe à la compétition. Mais on a deux modèles. Les deux clubs qui ont le mieux travaillé le rugby à 7, c'est Bordeaux, entre parenthèses, devenu depuis double champion d'Europe. D'accord. Et la section paloise. D'accord. Qui, avec un modèle différent, et c'est aussi beaucoup impliqué dans le rugby à 7. Et je prends grand plaisir à expliquer à mes amis présidents de clubs que les deux clubs qui se sont le plus impliqués dans le rugby à 7, c'est ceux qui ont connu ces 5 dernières années la meilleure progression dans leur équipe à 15. Alors, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ce parcours que tu as eu jusqu'à présent, de passer de l'arc
qui est un club familial, copain-copain, à la Pro D2, et de voir aujourd'hui que tu rayonnes auprès du rugby à 7. Quelles sont les fiertés que tu peux en tirer? Tu parlais de reconnaissance tout à l'heure, certes, ouais, mais... d'avoir eu quelques résultats sans jamais, je crois, m'être comporté comme une canaille. Voilà. Ça, c'est beau. Je suis assez... Par contre, dans la mêlée, il y a eu un peu des coups de poing quand même. Ah, ben faut pas se laisser faire. Ah oui, non, faut pas se laisser faire. Mais comment dire, j'ai eu des résultats dont j'observe le caractère très relatif et, pour ne pas le dire, médiocre par rapport à la réussite objective de certains. Mais ça s'est fait, je crois, en se comportant à peu près bien. J'ai pas une passion pour moi, mais je me supporte. Ton premier souvenir, le plus marquant? Là, tu dois avoir l'embarras du choix. Non, j'en ai un très précis. Ah. Quart de finale du championnat de France de première division, Toulon-Agen, au vieux stade de Béziers à Sauclières. J'avais 10 ans. Et à la fin du match, Bernard Labouré, l'arrière de Toulon, passe une pénalité qui fait gagner Toulon, qui perdait avant la pénalité. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai pleuré de joie. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire, pleurer de joie. Et voilà, j'ai vu là que la compétition, un match de rugby pouvait générer des sensations comme ça. Bravo, des émotions comme tu en rencontres très peu ailleurs, qui bien sûr sont très passagères, mais sont le bonheur de la victoire sportive. C'est vraiment dans un moment court, un des trucs les plus intenses que tu puisses vivre. Alors, est-ce que si demain, tu as un Louis Biel-Biarré qui te dit je viens jouer au rugby à 7, je suis persuadé que tu l'accueilles à bras ouverts, non? C'est un bon joueur? J'ai bu un café avec Louis Biel-Biarré la semaine dernière. Je l'ignorais. À 20 mètres de l'endroit où nous nous trouvons. Il se passe plein de choses à la Rotonde. Hein. Voilà. Et voilà, donc, à cette table-là, et ça veut dire qu'il va venir signer à Aix? À Aix, non. Moi, j'ai plus rien à voir avec le rugby aixois, mais c'est un secret maintenant de Polichinelle de savoir que Louis Biel-Biarré est intéressé à jouer avec l'équipe de France à 7. Eh bien écoute, ça sera donc une belle transition pour parler de ce qui va arriver. Alors, on a la chance d'avoir une ville de rugby aujourd'hui. C'est vrai que ça a mis quelques années, mais que c'est aujourd'hui impressionnant. Le stade Maurice Davis, on en a parlé, c'est fabuleux. Et là, tu as dû être heureux, comme tout, parce qu'il s'est passé de belles choses à Toulouse. Ouais. Un gros public, une équipe aixoise qui est au niveau. Je pense que l'équipe d'Aix est la deuxième meilleure équipe de Pro D2 cette année. Vannes sur la durée du championnat, plus arrivant du top 14, peut-être mieux huilé que ce que nous l'étions, mais si on avait battu l'équipe de Vannes, il n'y avait pas de quoi tomber du tabouret, quoi. D'abord, le club aujourd'hui, maintenant, est stable au très haut niveau de la Pro D2. Donc ça passera. Est-ce que ça sera en 2026? Est-ce que ça sera en 2027 ou en 2028? Mais Aix arrivera en top 14. Tant que Denis Philippon et ses équipes y mettront la même intensité, le même sérieux, et je ne doute pas qu'ils vont continuer à le faire, ça va arriver un jour. Et ce jour-là, je sais qu'on sera, qu'on sera prêt. Et si je veux dire quelque chose d'optimiste, c'est beaucoup plus chic de monter en top 14 en battant Perpignan à Aix que de monter en top 14 en battant Vannes à Toulouse. Voilà. Alors, au moment où on fait cette vidéo, je ne suis pas sûr qu'elle sortira avant dimanche, mais on va peut-être faire une short spéciale pour cette annonce. Donc toi, tu penses que sur ce match-là, on peut se faire Perpignan? Oui. C'est possible. Oui, c'est possible.
Perpignan est favori. C'est noté, hein, je te le dis. C'est enregistré, c'est validé. Perpignan est favori, incontestablement. Je pense que si on faisait ça sur une série de 5 matchs, Perpignan battrait Aix. Mais sur un match, avec le public, avec une équipe d'Aix qui, je suis sûr, des joueurs qui vont trouver une dernière énergie pour ce match, c'est possible. En plus, moi je suis bien évidemment superstitieux comme 3 Siciliennes et 2 Corses. Ça va faire 4 ans que Perpignan joue ce match-là. Ce match d'access. Ils l'ont gagné 3 fois. Et c'est une loi mathématique, et quand une série dure, trop elle se rapproche de sa fin. Est-ce que ça sera cette année ou l'année prochaine ? Dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? Exactement. Donc on va clôturer pour parler un peu des JO, parce que c'est quand même important. 2028, c'est demain. Est-ce que tu as aujourd'hui des nouveaux joueurs et des nouveaux clubs qui te sollicitent sans arrêt pour étoffer encore plus ce championnat du rugby à 7 ? Est-ce que tu as envisagé un avenir avec beaucoup plus de clubs ? Parce que là, pour l'instant, c'est quand même encore assez facile à gérer parce que tu as du boulot quand même. Ouais, mais c'est tellement facile, tellement agréable. On ne va pas partir des gens qui passent leur temps à dire « je me bats » ou « dites-moi merci ». Je laisse ça à certains. Non, moi je me régale, j'ai beaucoup, ça me donne énormément de bonheur et j'ai beaucoup de chance. Alors effectivement, c'est une des vraies questions qui se posent. Est-ce qu'on va continuer à limiter le championnat de rugby à 7 professionnel aux 14 équipes du top 14, Monaco et les Babas, ou est-ce qu'on va impliquer les clubs de Pro D2 ? Le choix que j'ai fait entériner, c'est qu'on va finir un 2e cycle olympique. D'accord. Parce que notre balise, c'est les JO. Le premier cycle... Donc on verra ça après 2028. Bravo. Premier cycle, il s'est terminé pas trop mal, on a été champion olympique. 2e cycle, il va s'achever en 2028. Et après les JO de 2028, il y aura une réflexion à mener sur l'avenir du rugby à 7 en France. Et sur un plan féminin, alors les femmes sont aussi fortes en France qu'à l'étranger ? Alors l'équipe féminine, l'équipe de France féminine était pas performante. Et effectivement... Mais elle est en train de progresser là. Eh bien, évidemment, grâce à l'Inextenso Super Seven. Pourquoi ? Parce que les affreux masculinistes du rugby ont accueilli et ont invité les féminines à participer depuis 2 éditions. Et cette année, le championnat donc, de la saison 2026-2027 est totalement mixte. C'est-à-dire les matchs vont s'enchaîner hommes-femmes. Et bien évidemment, quand tu fais une compétition organisée et que les meilleurs joueurs ou joueuses viennent y jouer, le niveau global monte. Et l'équipe de France féminine peut être un outsider pour une médaille olympique. Et est-ce que tu penses qu'un jour on aura une équipe féminine à Aix ? Mais on en avait une. Il y en avait une. On en avait une. Et d'ailleurs, j'en ai gardé des souvenirs excellents. Et effectivement, qui était une équipe étudiante qu'on avait intégrée au sein du club. Et qui apportait beaucoup de fraîcheur et d'enthousiasme. Dans le rugby professionnel, on a tendance à devenir des vieux blasés. Et je me rappelle quand elle venait me voir, elle me disait « Président, on se déplace à tel endroit ». Je dis « Écoutez, je vous laisse le minibus, je vous offre les maillots, mais en revanche, vous venez m'aider pour l'organisation des matchs de l'équipe 1 ». Et c'était très, très constructif et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Écoute, ça a été un bonheur de partager ces 35 minutes, ces 40 minutes avec toi. On aurait pu en parler tout l'après-midi. Donc ce que je dois retenir, c'est que c'est un Lucien qui a toujours autant de passion. Là, je ne t'atteins pas, tu es toujours présent. On sera là avec toi dimanche pour une victoire Provence Rugby. Je touche du bois, je vais aller... Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te jeter dans la rotonde ? Ça, j'en sais rien, non, j'ai toujours le sens du grotesque. On se jette dans la rotonde à 20 ans, on ne s'y jette pas à 60. Tu sais, le soir de grande victoire, et j'ai eu la chance d'en connaître quelques-unes, j'ai souvent fini la soirée à la maison.
Une fois que le grand... D'abord, c'était épuisant nerveusement. Et puis j'avais envie d'un petit peu savourer parce que je savais que dès le lendemain matin, il fallait repartir à la guerre. Mais je crois que les vrais grands bonheurs comme les vraies grandes douleurs sont discrètes. Bien dit. Voilà. C'est la mort du loup de Vigny. Pleurer, crier, gémir est également lâche. Et alors, on va finir sur une petite note. J'aurais aimé être un trou de souris si tu avais été entraîneur de cette équipe de Provence Rugby aujourd'hui. Qu'est-ce que tu leur dirais dans les vestiaires juste avant de rentrer à Perpignan? Contre Perpignan, là. Qu'est-ce que tu leur dirais? Tu leur murmurerais aux oreilles comme pour les chevaux pour leur donner un peu de... Je leur dirais qu'ils ont de la chance d'avoir 25 ans. Je leur dirais qu'ils sont les héritiers et les détenteurs d'une des belles aventures du rugby français de ces dernières années. Que la seule chose qui est importante, c'est qu'ils aient la certitude à la fin du match d'avoir donné le meilleur d'eux. On peut gagner, on perd, quand on fait du sport, on gagne, on perd, etc. Roger Federer a perdu beaucoup de matchs de tennis, mais la seule chose qui est importante, c'est d'avoir la conviction d'avoir donné tout ce qu'on pouvait. Tout ce qu'on pouvait. Quand tu perds et que tu as tout donné, tu peux dormir tranquille. Tu dors tranquille. Écoute, ça a été un bonheur, donc ce que je disais, je vous remercie d'avoir suivi cette interview avec Lucien Simon. On aura l'occasion de se retrouver au bord du stade avec d'autres aventures avec Provence Rugby. Suivez, likez, partagez. On aura l'occasion en tous les cas de vous retrouver ici pour un café à la Rotonde avec d'autres personnes qui viendront à ce micro. Je vous donne rendez-vous avec Provence Rugby. Allez les Noirs et surtout bonne chance à Monsieur Philippon avec la suite. Ça sera dimanche ou pas. Et la victoire sera pour ceux qui ont le plus de mental. Allez les Noirs. Allez les Noirs.